Quand on pense à Disney, on pense à une force culturelle monumentale, pas vrai? C'est tellement énorme, tellement partout, que ça en devient la cible rêvée pour toutes sortes de théories du complot. Mais la vraie question, c'est d'où elles sortent ces histoires? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elles sont si tenaces? Allez, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, tout part de là, de cette idée que presque tout le monde a en tête. Les produits Disney sont inoffensifs et impartiaux. C'est la chercheuse Janet Vasco qui a mis le doigt dessus. C'est vraiment l'image de marque officielle. Un divertissement pour toute la famille, bien propre, sans le moindre agenda caché. C'est, on va dire, le postulat de base que Disney a passé des décennies à construire, avec un soin presque chirurgical. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que, avouons-le, cette façade si parfaite, elle a toujours eu un petit quelque chose qui interroge, non? On se demande forcément, et si derrière toute cette magie, il y avait autre chose? Des messages cachés, des liens secrets, des intentions, disons, un peu moins innocentes. C'est ce petit doute-là qui est la clé de tout. Bon, pour vraiment comprendre comment fonctionne une théorie du complot, il faut regarder sa structure, et c'est presque toujours la même recette. Ça part d'un petit truc vrai. Un fait vérifiable, un détail authentique, mais un détail qui a ce petit côté suggestif. Et c'est à partir de ce noyau de vérité qu'on va tirer, étirer, déformer, jusqu'à construire une histoire complètement folle. C'est ce chemin qu'on va suivre étape par étape. Alors, premier exemple. Et pour ça, on va remonter à la source, à l'homme derrière la souris, Walt Disney en personne. Et on va s'intéresser à ses liens, ou supposés liens, avec des sociétés secrètes. Et voilà notre noyau de vérité. C'est un fait, c'est documenté, il n'y a pas de débat là-dessus. En 1920, le jeune Walt Disney, il a 19 ans, il rejoint l'ordre de Deux Mollets. Il est même le 107e membre du tout premier chapitre. Alors c'est quoi ce truc? C'est une sorte de club pour jeunes hommes qui est affilié à la franc-maçonnerie. C'est pas la franc-maçonnerie, mais c'est dans la même mouvance. Et attention, il n'est pas allé en touriste. Il était super impliqué, il a même reçu leur plus haute distinction en 1931. Donc ça, c'est notre point de départ, c'est le fait brut. Et c'est là que ça bascule, c'est là que le fameux bond logique se produit. Parce que la différence, elle est énorme. D'un côté, on a quoi? Une organisation pour ados, ok, avec des rituels, des poignées de main secrètes, mais ça reste un club pour jeunes. Et de l'autre côté, on a le mythe, le grand fantasme d'un Walt Disney qui serait franc-maçon, et pas n'importe lequel, 33e degré, le top du top. Vous voyez le saut? On part d'un fait, son adhésion à un club paramaçonnique, et ça devient le tremplin pour une théorie gigantesque qui, elle, n'a jamais été prouvée. Ok, on laisse Walt de côté un instant et on passe de l'homme au parc. Parce que si la vie de Walt a alimenté les mythes, l'architecture des parcs, c'est un autre niveau. C'est un vrai terrain de jeu pour les complotistes. Et au cœur de tout ça, il y a un endroit mythique, le fameux Club 33. 25 000 $, c'est à peu près le prix du ticket d'entrée, les frais d'initiation, sans compter la cotisation annuelle bien sûr. C'est un club ultra privé. Pendant des années, c'était le seul endroit de tout Disneyland où on pouvait boire de l'alcool. Imaginez un peu, un lieu secret, hyper select, caché derrière une petite porte que personne ne remarque. C'était obligé, ça ne pouvait qu'alimenter les fantasmes les plus fous. Mais alors, la question c'est, pourquoi 33? Bon, il y a les explications un peu terre à terre. La première, c'est juste l'adresse, 33 Royal Street, logique. La deuxième, c'est qu'il y aurait eu 33 sponsors à l'origine du parc. Ok, pourquoi pas. Mais évidemment, face à ça, il y a une théorie beaucoup plus croustillante. Et si ce 33 était une référence directe au 33e degré de la franc-maçonnerie? On y revient. Et c'est un cas d'école. Entre une explication simple et une explication spectaculaire, même sans la moindre preuve, c'est souvent la plus folle qui gagne. Maintenant, on arrive à un monument, un grand classique du genre. Les messages cachés. Pour comprendre ça, il faut se replonger dans les années 90. C'est l'arrivée en masse des magnétoscopes dans les foyers. Et ça a tout changé. Pour la toute première fois, n'importe qui pouvait mettre sur pause, faire du ralenti, de l'arrêt sur image et décortiquer les films de son enfance. Et forcément, certains ont commencé à y voir des choses, disons, plutôt étranges. L'exemple le plus connu, c'est probablement celui du Roi Lion. Vous vous souvenez de la scène? Simba s'effondre sur le bord de la falaise et en tombant, il soulève un nuage de poussière. Et là, la rumeur dit que les particules forment très clairement le mot « sexe ». C'est devenu une légende urbaine absolue. Sauf que la réalité, expliquée par les animateurs eux-mêmes, est beaucoup moins excitante. En fait, les lettres sont SFX, pour Special Effects. C'était juste une petite signature, un clin d'œil de l'équipe technique. Après la vue, Louis, dans Aladdin cette fois. Il y a une rumeur tenace qui dit qu'à un moment, Aladdin murmure tout bas une phrase pour le moins déplacée, mais en réalité, quand on demande aux ingénieurs du son, ils confirment que la phrase est tout à fait innocente. Il parle au tigre, Raja. C'est le parfait exemple d'une illusion auditive. On entend ce qu'on a envie d'entendre, surtout si c'est un peu sulfureux.
Ah, et comment ne pas parler de la jaquette de la cassette VHS de La Petite Sirène? La rumeur, c'était qu'un dessinateur, furieux d'être sur le point de se faire virer, se serait vengé en cachant une tour à la forme très suggestive dans le château. La vérité, comme souvent, est bien plus simple. L'artiste ne bossait même pas pour Disney, c'était un freelance. Il était complètement à la bourre, il a dessiné la tour dans la précipitation, sans aucune mauvaise intention. Le scandale est né d'un pur hasard. Sauf que les théories du complot, ça évolue. Aujourd'hui, on est un peu sorti des symboles maçonniques ou des messages subliminaux. On est passé à un tout autre niveau, des accusations criminelles, frontales, très politisées. Et tout ça est souvent propulsé par des mouvements beaucoup plus récents, comme QAnon. Et comme toujours, à la base de tout ça, il y a un noyau de vérité. On est en 2022. Disney, l'entreprise, prend publiquement position contre une loi très controversée en Floride. C'était un acte politique, dans le monde réel, et cette prise de position va déclencher une tempête, une réaction en chaîne d'une violence absolument dingue sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on voit le changement d'échelle. Le désaccord qui était à la base politique va se transformer en une accusation gravissime. Le mot qui va être utilisé, c'est grooming. On parle de manipulation d'enfants à des fins d'abus sexuels. On n'est plus du tout dans le clin d'œil d'un animateur. On est dans une allégation criminelle qui est balancée massivement contre l'entreprise. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça s'est propagé. Une étude universitaire a analysé des dizaines de milliers de tweets sur le sujet. Et la conclusion est sans appel. L'accusation de grooming contre Disney n'a pas du tout émergé spontanément. Elle a été systématiquement, structurellement poussée et amplifiée par des comptes liés à la mouvance QAnon. Un simple désaccord politique a servi de carburant pour alimenter une théorie du complot beaucoup plus large et franchement beaucoup plus dangereuse. Alors, au final, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi ces histoires, qu'il s'agisse des francs-maçons d'hier ou des complots d'aujourd'hui, continuent de nous fasciner même quand les faits les contredisent? Parce qu'en fait, cette théorie parle peut-être moins de Disney que de nous-mêmes. On est face à un monstre culturel, une entreprise tellement puissante qu'on n'arrive même plus à comprendre comment elle fonctionne. Et face à ça, ces histoires, elles nous donnent des explications simples. C'est presque rassurant. Ça transforme une angoisse un peu floue en un récit clair, avec des gentils et des méchants. Ça donne l'impression de comprendre, de reprendre un peu le contrôle. Et c'est ça, le paradoxe final, qui est assez fou quand on y pense. En imaginant que Disney a des pouvoirs secrets, qu'il contrôle le monde via des rituels maçonniques, eh bien, on ne fait que confirmer leur pouvoir immense. C'est reconnaître qu'ils sont si puissants que leur influence ne peut plus être expliquée de façon rationnelle. Au fond, la plus grande preuve de la magie de Disney, n'est-ce pas justement sa capacité à nous faire croire qu'il faut de la magie, ou pire, pour expliquer son succès ?